Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de ce journal. Depuis mi-octobre, le Front national pour la défense de la Constitution a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de Guinéens pour s'opposer à la réforme constitutionnelle, soupçonnant le président Alpha Condé de vouloir s'octroyer un autre mandat en violation de la Constitution actuelle. Ils veulent aller jusqu'au bout vers le 1er mars et le FNDC est prêt à aller jusqu'au bout, à empêcher qu'il y ait effectivement le référendum. Et là, le FNDC est engagé. De nouvelles violences sont redoutées lors des scrutins de dimanche. Ces élections qui devaient se tenir fin 2018 ont été repoussées à plusieurs reprises. Selon le président de la commission électorale Amadou Salif Kébé, les électeurs recevront un bulletin blanc pour le oui à la Constitution et un rouge pour le non. Ils déposeront celui de leur choix dans une urne avant de se rendre dans un second isoloir pour le scrutin législatif. Les résultats seront annoncés le plus vite possible, a-t-il promis. Les principaux partis de l'opposition ont décidé de boycotter le double scrutin de dimanche et de tout mettre en œuvre pour l'empêcher, un climat tendu qui inquiète plus d'un. Ça va plutôt enclencher une autre situation qui va être très difficile à gérer. L'État guinéen n'a pas intérêt à multiplier les sources de conflits. Et le couplage de ces élections pose un problème aujourd'hui parce qu'il y a même des partis politiques qui ont décidé de participer aux élections législatives qui sont embarrassés du fait qu'on a voulu coupler. Pour rappel, la vague de protestations durement réprimée dans le pays a coûté la vie à au moins 30 civils et un gendarme. D'où l'appel jeudi de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme pour que les élections du week-end en Guinée se déroulent de manière transparente afin d'éviter des troubles supplémentaires. Le poste de contrôle de Sourpoul sur l'autoroute Kaboul-Kandahar était constamment attaqué par les talibans. Depuis le début de la trêve partielle, les soldats gardant ce poste poussent un soupir de soulagement. Nous avions l'habitude de faire face à des attaques incessantes. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Une accalmie rendue possible par la trêve partielle convenue par les États-Unis et les insurgés talibans. Américains et talibans signeront un accord ce samedi à Doha au Qatar. Il prévoit le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, l'une des promesses de campagne du président Donald Trump. L'accord exige aussi que les talibans négocient avec d'autres Afghans, y compris le gouvernement, sur l'orientation future de leur pays. Nous voulons aider et fournir une structure pour que les Afghans puissent finalement obtenir un résultat qui soit dirigé par des Afghans et qui soit une solution à long terme avec laquelle tout le peuple afghan peut vivre. Mais le gouvernement afghan est dans la tourmente depuis l'élection présidentielle à l'issue de laquelle deux candidats, le président sortant Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah, ont revendiqué la victoire. Cette impasse survient à un moment où les politiciens afghans devraient parvenir à un consensus sur la façon de négocier avec les talibans. Au moment même où vous avez le plus besoin de ces fronts unis communs, ces divisions de longue date au sein de la classe politique afghane se sont exacerbées à cause de cette crise politique survenue au sortir des élections. Des divisions qui rendent difficile la mise en place par les autorités afghanes du Front commun pour négocier avec les talibans. Agriculteurs, éleveurs ou encore acteurs économiques, tous sont venus représenter les couleurs du Sénégal à Paris, l'occasion d'échanger sur la crise agricole avec des professionnels venus du monde entier. Et on a l'occasion de rencontrer des acteurs du monde, en dehors des Français. Il y a également les Marocains, il y a les pays comme la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays référents qui ont un souci de sortir de l'ornière ces acteurs majeurs qu'on avait tendance à oublier. Les exposants sénégalais installés sur deux stands veulent faire connaître leurs produits agroalimentaires, mais aussi parler des grands défis écologiques, notamment face au réchauffement climatique qui frappe de plein fouet les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. S'il y a maintenant un manque de pluie, ça impacte la production. Mais souvent également, si on enregistre beaucoup plus de pluie, et il y aura des inondations. Non seulement ça aura des impacts sur d'abord la production, mais sur même le vécu quotidien et la vie globale du monde rural.
Et face à l'augmentation des catastrophes naturelles, les autorités sénégalaises tentent d'agir, mais les moyens restent insuffisants. On investit beaucoup dans les ouvrages à petite, moyenne et grande échelle permettant de maîtriser l'eau et de permettre une culture continue. Mais ça, on n'en est pas encore très loin parce qu'on est autour de 5% d'agriculture irriguée au Sénégal. Mais également, une autre alternative, c'est la transition agroécologique. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance verte de plus en plus forte au Sénégal, avec une initiative du chef de l'État qu'on appelle le PSE vert, qui promeut la reforestation du pays, donc environnement, mais qui promeut également la promotion de l'agroécologie. Entre la sécheresse, les inondations, encore l'érosion côtière, l'Afrique de l'Ouest fait partie des 3 régions menacées par la catastrophe humanitaire climatique du XXIe siècle, avec au centre les activités agricoles mais aussi la pêche. Rebonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de votre journal. Une seconde partie que nous avons choisi de consacrer à l'épidémie du coronavirus. L'OMS a enregistré plus de 3500 cas de coronavirus dans 44 pays. L'organisation onusienne estime que l'épidémie a atteint un point décisif et appelle les pays à agir rapidement. Pour en parler, Mouamadou Oumfa est avec nous sur ce plateau. Mouamadou Oumfa, bonsoir. Salut John. Alors, que peut-on dire de la situation de l'épidémie du coronavirus à ce jour? Oui, effectivement, John, comme tu le disais, lors d'un point de presse ce matin à Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lors de son point de presse, a déclaré que la situation épidémiologique a atteint un point décisif. Alors, voici un bilan de la situation selon les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé et compilées par l'agence France Presse. Regardez, la Chine a atteint plus de 78 000 cas, c'est le pays le plus touché jusqu'à présent. Le pays qui suit la Chine, après la Chine, c'est la Corée du Sud. Évidemment, l'épidémie se propage rapidement. Il y a l'Italie. L'Italie, c'est le pays européen qui cristallise toutes les attentions parce que c'est le 3e pays le plus touché par l'épidémie. On parle de plus de 400 cas à ce jour. Au-delà de l'Asie et de l'Europe, il y a aussi l'Afrique, l'Afrique qui est touchée. Il y a un cas qui a été enregistré en Égypte, comme je vous le disais la semaine dernière. Et ce matin, l'on a appris qu'un autre cas a été recensé dans un autre pays, il s'agit de l'Algérie. Donc il y a 2 pays qui sont désormais touchés sur le continent africain. Et donc, comme on le voit, l'épidémie se propage assez rapidement au-delà de la Chine. Et chaque pays prend des précautions, des mesures drastiques comme celle de l'Arabie Saoudite qui a suspendu l'entrée des pèlerins sur son territoire. Et le Japon qui prévoit de fermer temporairement ses écoles à partir de lundi. Alors dans un contexte de psychose et d'idées reçues autour de la maladie et du virus, nous vous proposons cet élément de Claire Morin-Gibou sur les conditions de transmission du coronavirus. Regardez. Le coronavirus peut se transmettre entre les êtres humains par voie respiratoire et par contact physique. Par exemple, si quelqu'un tousse ou postillonne, les contaminations sont plus fréquentes dans le cercle familial ou à l'hôpital, ou si l'on se trouve à moins d'1 mètre de la personne malade qui éternue sans protection. Vous pouvez également être infecté en touchant une surface contaminée, puis si vous touchez ensuite votre bouche, votre nez ou vos yeux. La diarrhée peut être une voie de transmission secondaire. Rien n'indique que le coronavirus se transmet par les relations sexuelles. La durée de vie du virus hors de l'organisme n'est pas encore connue. Rappelez-vous des gestes essentiels, lavez-vous les mains régulièrement, éternuez ou toussez dans le creux de votre bras ou dans un mouchoir en papier qu'il faut jeter ensuite. Évitez tout contact proche avec les personnes qui toussent, qui éternuent ou qui ont de la fièvre. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Je crois qu'on va prendre la direction de Brazzaville pour rejoindre le docteur Michel Yao. Michel Yao, vous êtes là avec nous, bonsoir. Bonsoir, je suis avec vous. Alors, est-ce que le continent est prêt à faire face à l'épidémie? Si oui, quelles sont les mesures qui doivent être prises? Je dirais plutôt que les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour que le continent
puisse faire face. Il y a des avancées, mais il y a aussi beaucoup qui reste à faire, notamment dans la prise en charge des patients. Les capacités restent très limitées. S'il s'agit de patients qui souffrent de formes sévères, on a besoin de structures de réanimation et de soins intensifs. Et la capacité est très limitée dans la plupart des pays d'Afrique. Et donc, c'est une capacité qu'il faut rapidement mettre à niveau et envisager des scénarios de prise en charge par certains partenaires comme des ONG, comme dans le cas de l'épidémie à Ebola que nous avons notamment en RDC. Donc, il y a des progrès en termes de laboratoires. Nous étions à 2 laboratoires il y a 10 jours. Maintenant, nous en sommes à 29 pays qui peuvent confirmer. Et il y a aussi la plupart des pays à très haut risque que nous avons définis comme prioritaires, qui ont mis en place des mesures de screening, de contrôle au niveau des points d'entrée, mais aussi des mesures de détection dans les structures de santé et continuent de renforcer la connaissance dans la communauté pour que les communautés puissent rapporter des cas. Alors, donc, docteur, c'est des efforts qui doivent se poursuivre. Question qui intéresse probablement nos téléspectateurs. Comment savoir qu'on est atteint du coronavirus, puisque certains de ces symptômes sont similaires aux symptômes de la grippe? Je veux dire, sur la base des symptômes, il est très difficile de dire, à moins qu'il y ait une épidémie à large échelle. Et donc, les signes ressemblent à s'y méprendre aux signes de la grippe. La seule confirmation peut se faire par laboratoire, ou bien s'il y a un lien évident de la personne avec une autre personne contaminée. Donc, pour le moment, les cas suspects sont définis sur la base de non seulement des symptômes, mais aussi de leur historique de voyage, de leur historique de séjour dans une zone qui rapporte déjà des cas positifs. Alors, docteur Yao, vous restez avec nous. Nous allons en Chine où tout a commencé et où de nombreux étudiants africains sont toujours coincés ou mis en quarantaine. C'est le cas de Kat Mahamoul, étudiant d'origine congolaise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, comment vous vous portez, vous et vos autres camarades? Actuellement, la situation qui se passe ici est un peu catastrophique, vu que nous sommes dépourvus de sortir dehors. Donc, on passe toutes nos journées enfermés dans nos chambres, dans nos appartements pour ceux qui vivent dehors, dans des dortoirs pour ceux qui vivent à l'école. Donc, c'est vraiment une situation qui est compliquée et difficile, et une expérience qui n'est pas bon à souhaiter. Alors, vous dites que vous vivez, vous êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Quand nous levons le matin, il n'y a pas grand-chose. C'est juste il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps. Quand on se lève le matin, on essaie de faire quelques physiques, question de rester en forme. Parce qu'avec cette situation, premièrement, mentalement, nous ne sommes pas bien. Mentalement, nous souffrons déjà parce que si tu te rends compte que tu ne peux pas sortir dehors et tu es privé de certaines choses ou de certaines préoccupations, déjà là, c'est un problème sérieux côté mental. Voilà, merci Kat Mahabal. Je crois que Mohamedou, on va prendre quelques réactions oui. Nous de avons Facebook. reçu beaucoup de réactions et des questions sur Facebook. Il y a par exemple Fiston Semi qui est à Kinshasa en RDC. Il nous a demandé d'où est-ce que vient le virus, le coronavirus, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie. Nous allons répercuter la question au docteur Yao. Docteur Yao, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de ce virus? Bien, je veux dire, il n'y a pas de confirmation sur l'origine actuelle, mais les soupçons est qu'il s'agit d'un virus qui serait d'origine animale et donc transmis à l'homme et qui par la suite
on a observé une transmission interhumaine et c'est d'ailleurs ce qui est préoccupant parce qu'il s'agit vraiment d'un nouveau virus et tous les comportements, en fait l'impact en termes de sa nocivité n'est pas totalement connu. On apprend chaque jour de ce virus. Oui, docteur, nous avons reçu également une autre question de Ouagadougou, une question de Hassan Gnanou. Hassan qui veut savoir s'il existe un traitement contre le coronavirus. Il faut dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Internet. On parle par exemple de la chloroquine qui serait efficace contre le Covid-19. Docteur, est-ce que vous pouvez nous confirmer, est-ce que la chloroquine est efficace contre le nouveau coronavirus et est-ce qu'il existe alors qu'il est un traitement contre le Covid-19 ? Alors, je commencerai par le deuxième point. À l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement confirmé comme efficace contre le coronavirus. Il y a des expérimentations en cours. C'est d'ailleurs une course contre la montre, comme cela se fait pour de nouvelles maladies. Et donc, il y a plusieurs médicaments qui sont en train d'être testés officiellement pour nos organisations mondiales de la santé. Nous suivons particulièrement deux groupes de molécules, des molécules utilisées dans le VIH-Sida et d'autres antiviraux qu'on a d'ailleurs essayé dans le cadre de la maladie à virus Ebola. Donc il y a plusieurs expérimentations. Tous les chercheurs du monde entier sont mobilisés à cet effet-là. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de conclusion qui puisse nous rassurer de l'effectivité des médicaments. Alors, finalement, docteur Yao, doit-on s'inquiéter de la propagation du coronavirus ou alors il faut garder espoir? Et très brièvement, quels sont les conseils qu'il faut donner aux gens pour qu'ils évitent d'attraper le coronavirus? Je dirais qu'il faut s'en inquiéter parce qu'en ce moment, bien que la situation commence à s'améliorer en Chine, il y a une propagation hors de la Chine qui est préoccupante. Et chaque jour, plusieurs pays qui s'ajoutent à cette liste. C'est essentiellement des précautions d'hygiène par rapport à quelqu'un qui a une infection respiratoire, qui tousse ou qui éternue, des mesures qui ont été évoquées dans l'émission. Donc, l'hygiène est importante. Et deuxième chose, il faut absolument que les structures de santé soient en alerte maximum pour prêter une attention particulière à tous symptômes qui ressemblent à la grippe, interroger davantage pour savoir la provenance, parce que la solution, c'est vraiment une détection précoce qui permet un contrôle. On a vu des pays qui n'ont pas les systèmes de santé aussi sophistiqués comme le Vietnam, qui ont pu contrôler quelques cas par une certaine connaissance de la population, mais aussi par une détection précoce et des mesures appropriées mises en œuvre. Donc on incite vraiment tous les pays à prendre ces mesures nécessaires et à prendre la maladie très au sérieux parce que pour le moment, ça peut faire ravage. Merci beaucoup, docteur Yao. Kat Mahamoul, je reviens vers vous. Comment vont vos autres camarades et est-ce que vous avez un petit message à passer? Concernant tous les autres camarades, j'aimerais leur demander d'être forts pendant ces moments et de veiller surtout à leur hygiène quotidienne. Parce qu'avec ce virus, il faut bien veiller à ça. Toujours se rappeler de laver ses mains, garder le masque ou mettre les gants quand il sort dehors. Et ne pas surtout paniquer parce que tout arrive et puis tout passe. Donc il faut juste être fort. Et voilà, merci. Que ça va. Merci Kat, merci au docteur Yao, merci à vous Mohamedou Oumfa d'être venu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous d'avoir suivi. Bonsoir.